Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà donc des lourdes sanctions annoncées par la CEDEAO contre la Guinée, même si elles restent encore mystérieuses, nous dit Talibé pour l'heure, pourraient-elles être considérées comme la conséquence des pénibles rapports entre l'organisation sous-régionale et les autorités de la transition du pays de Mamadi Doumbouya. Dans la foulée, l'escalade verbale de ces 72 heures entre l'exécutif guinéen et le président en exercice de la CEDEAO pourrait-elle avoir lourdement pesé contre la Guinée lors de ce sommet-là? C'est justement la question nodale. Talibé, on aura donc assisté, certains choqués, d'autres sans aucun mot, certains aussi, bon, on va dire, se disant satisfaits de ces répliques-là, mais en tout cas, on se demande si les choses sont liées, puisqu'après, il y a eu ces sanctions annoncées. En tout cas, on a assisté en tout cas hier dans la journée, à deux sorties, non des moindres, à deux sorties assez musclées. D'abord, celle du ministre-secrétaire général à la présidence, porte-parole justement de la présidence, le colonel Amara Kamara, qui, dans la matinée, a en tout cas fait diffuser une vidéo dans laquelle on l'a écouté pendant, je crois, 6 minutes 30, en train de descendre en flammes le président en exercice de la CEDEAO, le président bissau-guinéen, Umaru Sissoco Embalo. Les termes ont volé très haut, disons, certains diront très bas, puisque finalement, il y a eu par la suite la sortie du Premier ministre. Alors, le colonel Amara, lui, dit regretter dans cette vidéo, dans cette déclaration, qui a été diffusée à 20h30 dans le JT de la RTG, il dit regretter une sortie solitaire, irresponsable et inappropriée. Par exemple, peut-être pour en avoir une idée, ce qu'il appelle sortie solitaire, peut-être se retrouve dans cette phrase de sa déclaration. D'abord, le bon sens et le respect voudraient que l'on s'abstienne d'organiser des sommets. La CEDEAO, en dehors des terres de l'Afrique de l'Ouest, la jeunesse consciente africaine pleure dans son âme que son sort et sa situation soient décidés d'avance par quelqu'un et à des milliers de kilomètres. D'abord, ces propos-là concourent à dire que Embalo a imposé ce sommet aux chefs d'État aux autres chefs d'État de New York. Alors, est-ce que Embalo en a le pouvoir? Il est certes le président en exercice de la CEDEAO, mais est-ce qu'il peut imposer la tenue d'un sommet loin des terres de l'espace ouest africain? C'est une question à se poser. Il peut certainement en faire la proposition, mais est-ce qu'il peut le leur imposer? Et l'autre question, est-ce que ce n'est pas commode, pour ne pas dire interdit, de tenir une réunion de la CEDEAO en marge de l'Assemblée des Nations Unies? L'Assemblée. Non, en fait, parce que la sortie du colonel vise à en rendre entièrement responsable, uniquement et entièrement responsable le président en exercice de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a une commission, la commission de la CEDEAO, et les autres chefs d'État, j'estime bien, ont dû apprécier la pertinence de cette proposition et avant d'y adhérer. Alors, le colonel plus loin, justement... le colonel Amara. Le colonel Amara dit ce dont il a été question. Alors là, il rappelle qu'il n'y avait pas eu de réponse lorsque Embalo a fait cette sortie aux côtés de Macron, à Bissau. Il dit qu'il n'y avait pas eu de réponse. Certainement pas de réponse de la part de la présidence. Mais à l'époque, Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, y avait réagi, même si beaucoup ont estimé qu'il n'était pas la personne indiquée et que cela devait revenir à la présidence de la République ou accessoirement au ministre des Affaires étrangères. Au ministre des Affaires étrangères et pourquoi pas au porte-parole du gouvernement. Donc, répondant, en tout cas rappelant cette première sortie, il dit ce dont il a été question. Donc, lors du séjour de Embalo à Conakry, pendant lequel il a rencontré le colonel Mamadi Doumbouya, il dit ce dont il a été question dans les échanges, c'est le contenu du chronogramme de la transition. Il ajoute en disant nous ne ferons l'objet d'aucune publicité pour personne et pour quelques raisons que ce soit. Le respect de notre pays et de nos dirigeants est la base de toute relation entre, en tout cas au sein de la CEDEAO. Et il y a ce pan finalement qui a donné lieu à beaucoup de supputations lorsqu'il dit que toutes les démarches menées
par Ambalo, en lieu et place de la CEDEAO, précise-t-il, était de nature à entraîner le choix de candidat, son choix de candidat pour les élections futures. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple et cela nous vaut de l'acharnement. Si cela nous vaut de l'acharnement, nous voulons rassurer l'opinion nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée sera au rendez-vous de l'histoire parce que nous ne reculerons pas. Donc, beaucoup ont perçu dans ce pan de sa déclaration une sorte d'allusion à un candidat que Ambalo a ou aurait. Beaucoup ont vu, en tout cas, en cette personne, en ce candidat éventuel, Cellou Dalein Diallo, puisque après la presse a ressorti des propos que Ambalo a tenus en 2020 à la veille, je crois, de la présidentielle, où Ambalo disait clairement que Cellou Dalein qu'il soutenait. Donc c'est le Dalein en vue de la présidentielle. Donc ce pan aussi de ce discours a également alimenté la chronique. Oui, parce que c'est quand même trop fort. Oui. On pourrait dire que c'est une grosse accusation. Oui. Sauf si Ambalo le confirmait. Oui. Pour être venu demander à ce qu'on entérine son candidat. Justement, la question c'est assez grave. Est-ce qu'en plus du chronogramme de la transition, dont le colonel dit, Amara dit qu'il n'a été question que de ça, et non de la durée, Ambalo a posé expressément clairement le cas Cellou Dalein. Parce qu'il faut préciser, pour en terminer, en ce qui concerne le discours de Amara, que Ambalo a effectué 2 visites. Il a été le premier, je crois, chef d'État à se rendre en Guinée, à Conakry. Ensuite, on a vu la visite du président Léonais. Est-ce que c'est à l'occasion de cette première visite, aux premières heures donc, de la transition, que Ambalo pourrait avoir posé le cas de son candidat aux futures élections? Bien. Ou c'est lors de son second séjour, quand ils sont venus introduire le médiateur de la CEDEAO. Oui, beaucoup de questions, c'est sorti qui, voilà, depuis hier, ma foi, ont choqué beaucoup. Mamadou Dian là-dessus. Oui, il y a surtout le caractère que je qualifierais de puéril de ces sorties au sommet de l'État, parce que quand les attaques ad hominem deviennent un peu une habitude ancrée chez nos dirigeants, c'est assez déplorable. Certes, M. Ambalo est un homme assez haut en couleur qui aime crever l'écran, surtout quand il est invité des chaînes comme France 24 ou RFI. Il aime, disons, faire des déclarations parfois qui pourraient à la limite choquer, comme ce qui s'est passé récemment. Mais de là à vouloir rendre coup pour coup, je crois que nos dirigeants, le colonel Amara, qui est aujourd'hui le cardinal du palais, une sorte de vice-président de la transition. Et surtout M. Bernard Goumou, le premier ministre qui s'est aussi invité. Oui, on parlera de son communiqué ou de sa sortie aussi tout à l'heure. Dans la danse, je ne crois pas... Aussi grave ou plus grave que celle de Je me disais d'Amara. qu'il n'avait pas besoin d'aller sur ce terrain. Il n'avait qu'à faire profil bas, laisser M. Ambalo qui se sent quelque part fort, étant donné qu'il est aujourd'hui président de la commission, comment dirais-je, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, je déplore que l'on en soit arrivé là et que l'on se donne un peu en spectacle, parce que certes, il y en a qui soutiennent, c'est-à-dire ces déclarations. Ceux qui sont un peu dans le nationalisme cocardier, et on salue cela sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a certains aussi qui ont déploré, et on n'en avait pas besoin. Si à chaque fois qu'il y a des attaques et qu'il faudrait encore qu'on rende au coup pour coup, on n'en a pas besoin. On a suffisamment à faire ici. Il faut de la sérénité. Il ne faut pas aller sur ce terrain. Il fallait peut-être laisser tout simplement le ministre des Affaires étrangères répondre à défaut que le président de la transition réponde directement à un autre chef d'État, mais que le ministre secrétaire général de la présidence sorte. Et puis c'est le PM qui aussi
s'engouffre dans la même brèche de défiance, de belligérance comme cela. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Oui, Emmanuel, pour en rajouter, justement, après la sortie donc, du colonel Amara, c'était finalement celle du PM de façon inattendue, parce qu'en réalité, on ne s'y attendait pas. Donc, il a donc, on va dire, enfoncé le clou. Oui, tellement enfoncé le clou, j'avoue en passant, soit dit, j'ai douté de l'authenticité de ce document quand je l'avais vu, et je l'ai dit à beaucoup de personnes, j'ai dit je doute de l'authenticité de ce document, tant il est virulent, et surtout le format sous lequel il nous est parvenu, c'était au début un format Word, je pense. Je me suis dit que n'importe qui pouvait rédiger un document Word sans en-tête et l'envoyer. Mais après, le document a été authentifié et j'ai été dépassé parce que les termes quand même, vous l'avez dit, sont quand même plus durs que ceux même du colonel Amara. Bernard Goumou. Emmanuel, il faudra qu'on dise à nos auditeurs que selon un confrère qui était à la conférence hier, les sanctions sont tombées. On en diffusera tout à l'heure. D'accord. Ok. Donc, je disais que Bernard Goumou a donc sorti cette lettre dans laquelle il commence d'abord par dire que nous avons constaté avec étonnement et exaspération la nouvelle sortie de l'amuseur public de Bissau. Ouais. Oui, on parle d'un amuseur public et un guignol dans la peau d'un homme d'État. Ouais. Évidemment, je préfère ne pas commenter, que suppose être sorti, comme à ses habitudes, du cadre sacré de la diplomatie et du respect que l'on doit à ses pairs. Ça, c'est un premier pan de la déclaration de Bernard Goumou, mais qui en rajoute un peu plus loin. Il nous revient donc de rappeler au président de la Guinée-Bissau que sa démarche personnelle, irrévérencieuse, irrespectueuse et irresponsable, lui retire le peu de crédibilité qu'il lui restait pour parler de la situation guinéenne. Donc là, clairement, on entend le Premier ministre, doublé de la casquette du président du cadre de dialogue inclusif, dire clairement que Ambalo ne peut plus se prononcer sur le cas guinéen. Donc, en quelque sorte, il récuse la CEDEAO, si on peut le dire ainsi, dans la médiation. Parce que c'est quand même le président en exercice de la CEDEAO. Et si on dit que ça lui retire le peu de crédibilité qu'il lui restait, ça veut dire déjà qu'il n'en avait pas beaucoup au départ. Et maintenant, donc, le peu qu'il avait lui a été retiré pour parler de la situation guinéenne. Ça veut dire implicitement, en tout cas de mon point de vue, que c'est le statut même de président en exercice de la CEDEAO de Ambalo qui est finalement remis en cause. Et le Premier ministre poursuit plus loin pour dire qu'il invite, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, qu'il invite le crieur public de Bissau à ne parler de la Guinée que lorsque les respectables chefs d'État de la CEDEAO lui auront demandé de rendre compte de leur position commune sur une situation donnée. Je ne vais pas revenir sur tout parce que avait-on besoin de ça venant du PM, justement, en plus de ce que la sortie du colonel Amara déjà. Justement, les nationalistes estiment que c'était bien. Personnellement, j'ai trouvé que le PM est allé trop loin. Il est allé tellement loin que il est civil, il est Premier ministre, il est président du cadre de dialogue inclusif, qu'il a appelé lui-même interguinéen. Donc, il a besoin, lui aussi, d'une image de crédibilité pour conduire le dialogue à l'interne. Cette sortie et ces mots, en tout cas contenus dans cette lettre, de mon point de vue, autant lui, il remet en cause le statut de Ambalo à parler désormais de la Guinée, autant il remet en cause son propre statut à lui de diriger un dialogue inclusif en Guinée. Parce que maintenant, il sort sur une position tranchée. Parce qu'Amara en avait déjà dit suffisamment. Bien. Et Bernard Goumou qui enfonce le clou, ça peut donner à certains acteurs internes du gré à mode, donc de considérer ça a déjà commencé parce que Bernard Goumou, certains aussi ont commencé à retirer leur confiance en Goumou justement pour la conduite de cette et je pense qu'il aurait dû lui aussi penser à cette position de président du cadre de dialogue qu'il occupe en Guinée pour ne pas faire cette sortie. Mais moi quand même, Maurice, deux autres éléments. Le premier élément, c'est que j'ai quand même l'impression que quand ces réactions sortaient hier en cascade, on avait la quasi-certitude que la Guinée sera sanctionnée. Ça, c'est mon point de vue. Parce que vous vous rappelez la sortie de Ambalo à Bissau quand Emmanuel Macron est arrivé, où il a dit que nous avons réussi à convaincre les autorités guinéennes de revenir à 24 mois et elles ont accepté. La jeune Guinéenne n'a pas réagi. Hier, Amara nous a appris qu'il n'a jamais été cas, qu'ils n'en ont jamais parlé et que Ambalo était plutôt venu peut-être pour parler, soutenir un candidat à lui. Donc, la jeune n'a pas réagi à cette première sortie.
ce n'est que hier qu'on a décidé de réagir officiellement aux sorties d'Ambalo, alors qu'au début on avait fermé les yeux. Donc je suis convaincu que quand Amara Kamara s'exprimait et quand Bernard Goumou s'exprimait, c'était pour dire on crache dans la soupe. Parce que c'était clair, l'affaire était donc pliée. Rien à perdre en fait. Voilà, plus rien à perdre. C'est comme un cabri qui était déjà mort, qu'on ne pouvait plus offrir par un couteau. Et j'ai envie de terminer par là, Ouri, pour dire que sur toute la ligne, on a manqué d'élégance diplomatique. Sur toute la ligne, de Ambalo à Goumou, en passant par Amara, on a manqué d'élégance diplomatique. Parce que autant on peut en vouloir à Amara et à Bernard Goumou pour ses sorties qui sont quelque peu violentes, autant on peut aussi en vouloir à Ambalo qui n'a pas fait comme ses prédécesseurs. Sauf qu'il n'a insulté personne. Il y a eu beaucoup de sommets. Sauf qu'il n'a insulté personne. Il n'a pas été injurieux. Non, il n'a pas insulté. Mais là, nos deux sorties, il n'a pas insulté. Je suis en train de dire. Maintenant, du côté de la Guinée, c'est des injures. Je l'ai dit. C'est des mots qu'on emploie dans la. Je l'ai dit clairement, mais il faut me permettre d'exprimer ce que je vais dire. Je vais dire que on a vu la crise guinéenne a commencé sous Nana Akufo-Addo. Il n'a jamais fait la moindre déclaration avant que le sommet ne se réunisse. Donc, quand vous êtes aussi dans une position de médiateur, le moindre de vos mots est scruté. Omarou Ambalo est le président en exercice de la CEDEAO. La moindre de ses déclarations est scrutée. Et quand il se permet déjà d'annoncer des mesures, des sanctions, alors que les chefs d'État ne sont même pas encore réunis, comprenez que ça irrite d'un côté. Maintenant, est-ce que la réponse de Conakry est elle aussi proportionnelle? Non, elle est disproportionnée parce qu'il y a clairement des injures là qu'on a attribuées à un chef d'État qui de surcroît est le président en exercice d'une instance sous-régionale à laquelle on dit ouvrir toutes les portes. Bref, je crois que la CEDEAO est en train de jouer au jeu de la junte, parce qu'en réalité on est en train d'aller vers le calendrier de la junte. On va sanctionner la junte, elle va essayer de tenir face aux sanctions, peut-être 5 mois, 6 mois, 8 mois, qui sait, 1 an, et ensuite elle va décider de revenir autour de la table. Quand elle va revenir échanger avec la CEDEAO, on va reparler d'un nouveau calendrier et on va reprendre la transition comme ce fut le cas malien. Merci Emmanuel. En parlant justement de Talibé, en revenant un tout petit peu, il nous reste 6 minutes sur les différentes sorties. C'est cette accusation qui semble assez grave où l'on accuse Ambalo d'avoir voulu entériner son choix de candidat. Ça ramène à cette question. Est-ce que ça veut dire que pour entériner un candidat ou pour le choix des candidats, il faut venir voir le CNRD, étant donné que les partis politiques auront le temps et la possibilité de choisir leur candidat? J'ai envie de dire, on ne comprend pas un peu cette accusation. Mamadou, je voudrais quand même relever un aspect par rapport aux 56 noms qui ont été donnés. Oui, en tout. Il y a 2 noms quand même qui ne passent pas inaperçus. Les noms de 2 hommes d'affaires. Les noms de 2 hommes d'affaires. Ça veut dire que la CEDEAO ne s'est pas limitée qu'aux membres des institutions de la transition. Donc 2 hommes d'affaires, puisque la CEDEAO dit... Lesquels? Non. Voilà. Des hommes d'affaires. Il s'agit de Fodé Amadou Fofana, homme d'affaires, et de Ousmane Doumbouya, homme d'affaires. Parce que la CEDEAO dit que ces sanctions visent donc des sanctions ciblées à l'encontre des personnes et groupes de personnes citées. Et c'est important, Wouri, sur la liste figurant dans la décision en date du 4 septembre 2022. Ça veut dire que déjà, depuis le 4 septembre 2022, il existe une liste officielle de personnes ciblées par rapport à ces sanctions. Et on dit, pourquoi je dis qu'ils savaient que les sanctions étaient inévitables. Voilà, ça ils savaient déjà. Voilà, et peut-être qu'ils avaient ces informations. Ils savaient que c'était inévitable. Donc, parce qu'on parle d'une liste en date du 9 septembre 2022. Mais on dit y compris les membres des autres institutions de la transition et toute autre personne cherchant à empêcher le retour à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que ces 2 hommes d'affaires sont considérés comme étant agissants contre le retour à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que dans cette affaire de transition, même quand vous êtes homme d'affaires, et peut-être même autre chose que activiste de la société civile, si vous êtes justement répertorié comme étant voulant empêcher, de par votre comportement, de par vos agissements, le retour à l'ordre constitutionnel, même journaliste, visé par donc, alors, ce que je voudrais dire par rapport à la question, se rapportant manifestement, on le sait, à Cellou Dalein Diallo, est-ce qu'on a voulu, à travers les propos de Amara, nous dire que, comme certains militants de l'UFD le disent dans des émissions ou à travers des messages qu'ils nous envoient, que Ambalo a-t-il voulu amener la junte
à aller sur une transition courte, organiser des élections, parce que du côté de l'IFDG, ou le colonel, ou bien Ambalo lui-même est convaincu que s'il y a des élections dans des délais courts, Cellou Dalein va être le futur président, est-ce que donc toute la pression, parce que dans sa déclaration, Amara dit qu'on veut nous présenter une situation arithmétique où c'est jour plus jour, mois plus mois qui au lieu du contenu. Voilà, donc ça veut dire que Ambalo était de ceux qui agissaient pour que la transition courte soit courte et qu'elle soit favorable à Cellou Dalein Diallo. Parce que l'ANAD... C'est quand même une grave accusation. Non, parce que l'ANAD et l'UFR, à laquelle Ambalo doit faire face. Parce que l'ANAD et l'UFR et d'autres ont demandé 18 mois de transition. Est-ce que... Parce qu'il faut rappeler, pour en terminer, que la CEDEAO, au lendemain du coup d'État, vous vous rappelez, avait demandé 6 mois de transition. 6 mois de transition. En fait, mais à l'époque, Ambalo n'était pas président en exercice de la CEDEAO. Et donc finalement, le président en exercice de la CEDEAO, qu'il a été et qui est venu ici accompagner et présenter le médiateur aux autorités guinéennes, à peser ou tenter de peser pour que la transition soit la plus courte possible en faveur de son candidat. Bien. Toutes ces questions se posent aujourd'hui. Ouais, alors, la déclaration du colonel Amara prend au piège quand même le CNRD. Est-ce que si c'est celui qui est le plus favori, si on organisait une élection aujourd'hui, cela les amènerait à ne pas organiser les élections? Si la réponse était oui, ça veut dire qu'il s'est fait découvrir, il se donne un visage découvert, aurais-je dit. Mais aujourd'hui, quand vous mettez la pression sur la junte pour organiser des élections maintenant, automatiquement vous êtes vu comme militant, soit de Cellou Dalein ou de Sidya Touré. Parce que l'électorat, suivant les paradigmes évoqués... Ou du RPG, parce que le RPG reste encore un grand parti. Ou bien du RPG. Mais puisque le RPG, son candidat est en prison, j'espère qu'ils sont en train de faire la publicité. Son président est en prison. J'espère qu'ils sont en train... Ils sont en train... Le RPG va se réveiller, mon ami. Il y a des variables lourdes qui vont faire ressusciter le RPG dans ses fiefs. Vous serez surpris. Bien. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? L'électorat ne se construisant pas en 2 jours. Soyons quand même courageux de nous regarder et de dire... Non, réaliste en même temps. Oui, réaliste. Nous regarder dans les yeux et dire que Cellou, Sidya et peut-être le prochain candidat du RPG vont quand même se disputer. Absolument. Le second tour, s'il y a second tour. Ouais, vous comprenez? Donc si pour le CNRD, on n'organise pas des élections parce qu'il y a des gens qui sont en vue d'être élus, si on va immédiatement aux élections, ça veut dire tout simplement que le CNRD est contre une certaine catégorie de Guinéens qui veulent compétir pour participer à la gestion des institutions de la République. C'est aussi simple que ça. Et je pense que la déclaration, une fois encore, elle revient au conseil de Rova Green, que les gens me reprochent souvent. Il faut toujours parler moins que nécessaire pour ne pas paraître vulgaire. Pour terminer, en 30 secondes. En fait, la déclaration du colonel Amara Kamara hier porte un sérieux préjudice aujourd'hui au CNRD parce qu'il y a plusieurs coalitions politiques aujourd'hui qui se posent notamment des questions notamment sur la capacité notamment du CNRD à organiser donc des élections transparentes, crédibles, acceptées de tous parce que la crise de confiance est tellement allée loin aujourd'hui et bien que les grandes coalitions politiques et les grandes formations politiques comme le RPG, l'UFDG, l'UFR aujourd'hui se posent notamment des questions parce que l'ancien ministre Khalifa Gassama avait dit ici clairement qu'on a réussi à faire du CNRD un parti politique et je pense que quand une telle idée est conçue, eh bien ça va être difficile de rassurer aujourd'hui les partenaires et notamment les partis politiques qui sont sur le terrain. Au lieu donc d'une transition normale, calme, apaisée, nous voici dans une transition agitée à l'interne, en belligérance avec la CEDEAO. Bien entendu, c'est le triste constat que l'on peut faire aujourd'hui. Et que sera donc demain? En tout cas, on verra bien que la sagesse prime. C'est tout le souhait que l'on peut formuler. Demain, vous serez avec Aboubacar Diallo et son équipe, avec beaucoup d'interventions, bien entendu, des politiques, acteurs de la société civile, mais aussi à côté, il y aura le lancement officiel de notre fréquence, la 95.3, du côté de Kindia. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir. Vous êtes d'or. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.